Bonsoir à vous. Décidément, les fruits des printemps arabes sont bien amers. Ils sont même sanglants en Syrie, où l'horreur semble n'avoir plus de limite et où rien semble ne vouloir arrêter les massacres. Même pas la communauté internationale qui est bien impuissante dans cette affaire. En Égypte, de la même manière, les premières élections libres ont accouché de ce qui sera sans doute une grande déception pour les manifestants de la place Tahrir, qu'on avait monté au pinacle ici en Occident, puisque c'est officiel, le second tour opposera un islamiste et un militaire, donc d'une certaine manière, deux ordres. Qu'est devenu de l'immense espoir suscité à l'époque? Pouvait-il en être autrement, finalement, dans cet Orient, décidément, qui n'est pas à la portée de nos idées simples? L'Orient compliqué, c'est le titre de l'émission de ce soir. On attend vos questions via SMS, Internet et les réseaux sociaux. Et on va en parler avec Antoine Sfer, directeur de la rédaction des Cahiers de l'Orient. Vous présidez le Centre d'études et de réflexion sur le Proche-Orient également. Parmi vos nombreux ouvrages, citons ce soir votre dictionnaire du Moyen-Orient publié chez Bayard. Pascal Boniface, fondateur et directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques, l'IRIS. Vous enseignez à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8. On va citer votre Atlas de la France, publié avec Hubert Védrine chez Armand Collin. Robert Solé, écrivain, journaliste d'origine égyptienne. Vous avez été correspondant du quotidien Le Monde pendant de nombreuses années. Vous avez publié Le Pharaon renversé chez Arène Éditions. Et puis Mohamed Sifaoui, journaliste, essayiste. Vous avez réalisé notamment pour la télévision de nombreuses enquêtes sur le terrorisme islamique. Votre livre Histoire secrète de l'Algérie indépendante est paru aux éditions du Nouveau Monde. Pardonnez-moi, mais les images qu'on a vues ce week-end, une fois de plus, étaient totalement insupportables. Et on a l'impression que ça n'en finit pas. Cette fois, à nouveau, ce sont des enfants massacrés. On peine à savoir par qui, tout le monde se renvoie la balle. Ça s'est passé à Oula, ça soulève le cœur. Comment est-ce qu'on arrête ça ? Ben, on arrête ça tout d'abord en essayant de faire intervenir d'une manière directe la communauté internationale, malgré les vétos russes et chinois jusque-là. Les Russes aujourd'hui se sont associés à la condamnation du Conseil de sécurité. On arrête ça. C'est difficile de rentrer dans une guerre civile, car on est dans la guerre civile maintenant. D'une part, l'opposition laïque sur laquelle on comptait énormément il y a quelques mois a éclaté complètement. Même le président du Conseil de salut public a jeté l'éponge. Donc on est vraiment là aussi dans un face-à-face entre à la fois une communauté érigée en régime et une population essentiellement appartenant à la communauté sunnite dans trois villes essentiellement, Homs, Hama et Damas, surtout la banlieue de Damas. Et pour tenter de débloquer ça, on a des mots, et en face il y a des morts et des morts et des morts. Mais attendez, je vous rappelle que le père de l'actuel président, c'est quand même payé 46 000 morts en 82. C'est vrai que les temps ont changé, qu'avec Internet, on ne peut plus maintenant enrayer l'information. On a 13 000 morts, me semble-t-il, en syrien, depuis le début de ce qu'on a appelé le printemps arabe syrien, mais enfin, qui est quand même un long hiver. Voilà, pour le moment, c'est plutôt sibérien. Ouais. Et ça continue, en effet. Il y a trois façons d'arrêter un conflit. C'est un accord entre les protagonistes, il est ici illusoire. Ils ne vont pas se mettre d'accord, l'opposition est trop forte. C'est la victoire militaire d'un camp sur l'autre. L'opposition entre les deux, vous voulez dire, entre les deux camps. Entre un accord entre l'opposition et les gouvernements. Dans ce cas-là, puisque c'est les deux qui sont face à face. On ne voit pas venir. Et il n'est pas possible. Il y a la victoire militaire d'un camp. Est-ce que l'opposition, l'armée syrienne libre pourrait gagner cette guerre, ou est-ce que l'armée pourra faire taire l'opposition? Là aussi, on n'y croit pas. Donc reste la troisième solution, c'est effectivement l'intervention, mais forte, de la communauté internationale, sauf qu'en l'occurrence, il n'y a pas de communauté internationale. Il y a des divisions internationales, et même si effectivement, comme l'a souligné Antoine Sfer, la Russie a condamné le massacre, mais sans l'attribuer à l'un des deux camps. Exact. Et donc elle a un peu bougé, mais il y a encore un long chemin à faire. Et donc c'est bien pour l'instant le verrou russe qui compte, parce que c'est ce verrou, pour des raisons très nombreuses et diverses sur lesquelles on aura certainement le temps de revenir au cours de l'émission, c'est ce verrou russe, beaucoup plus que le verrou chinois, qui fait que pour l'instant, il n'y a pas d'accord. Et d'ailleurs, quand bien même il y aurait... Il n'y a pas d'accord pourquoi? Il n'y a pas d'accord pour aller intervenir militairement, c'est de ça dont on parle? Bien sûr. Alors, d'ailleurs, même si les Russes... C'est-à-dire une guerre de plus, une intervention même sur si place. Les Russes
ne mettaient pas leur veto, il n'est pas certain que les armées occidentales soient prêtes à intervenir militairement, parce que le risque serait beaucoup plus grand qu'en Libye. Et donc, le débat, c'est est-ce que l'on arme l'opposition ou est-ce qu'on continue à espérer une issue politique? Mais je ne vois pas, pour le moment, les armées occidentales intervenir dans l'affaire syrienne. Est-ce que vous avez un doute sur les auteurs du massacre dont on va voir les images dans quelques minutes, revoir les images, parce que vous les avez vues sans doute à la fois à la télé et dans vos journaux ce matin? Si l'on en croit le chef des observateurs, il a été très clair. Ce sont des bombardements de l'armée régulière syrienne. On voit des enfants égorgés. Oui, mais... c'est le régime? Alors, les bombardements, c'est le régime, c'est sûr. Le reste, il y a une enquête internationale qui est en train aujourd'hui de démarrer. Et dans le même temps, si vous voulez, il y a aujourd'hui aussi une population qui, depuis maintenant plus d'1 an, ne travaille pas. Même au sein des villes où les magasins sont ouverts, peu ou prou en tout cas, les gens ne travaillent pas. Donc il y a aussi une sorte de ras-le-bol de la population devant une telle situation. Robert Solé. Oui, alors il y a ces images effroyables qu'on voit, il y a tout ce qu'on ne voit pas. Il y a tout ce qui se passe dans les prisons syriennes et on le sait. On le sait depuis des mois, on le sait depuis plus longtemps encore. Tout le monde le sait, tout le monde veut faire quelque chose, n'arrive pas. Le problème de la Syrie, c'est qu'elle intervient, ces événements interviennent après l'Irak, après l'Afghanistan, après la Libye. On est un peu vacciné, on n'ose pas. Seuls, en effet, les Occidentaux... contre l'horreur, hein, non, Robert Solé. Hein. On est vacciné contre la tentation de se projeter militairement, ça on est voulait dire. réticent à intervenir, et effectivement, il n'y a que les Occidentaux qui peuvent faire quelque chose, et évidemment, ils hésitent énormément. La puissance de nuisance de la Syrie n'a pas bougé. Aujourd'hui, la Syrie essaye de transposer cette guerre civile de nouveau au Liban. Elle peut aussi également agir d'une manière nuisible en Jordanie, en Palestine et même en Israël. Donc il est certain aujourd'hui que la puissance de nuisance, avec l'appui iranien, ne l'oublions pas, aujourd'hui la Syrie est devenue une sorte de satellite de l'Iran avec l'appui iranien. Et pourquoi cet appui iranien? Notre titre n'est pas usurpé. Hein. Ah non, combien c'est compliqué hein. Bah, écoutez, c'est pas plus compliqué que lorsqu'on nous obligeait à Beyrouth ou au Caire à apprendre les prénoms des bâtards des rois de France. Ça aussi, il n'en reste pas moins que l'Iran a bâti une stratégie, une diplomatie contestataire depuis les années 90. Et en plus, a réussi pour la première fois depuis le Xe siècle à repousser les frontières de l'Empire perse dans l'espace arabe. Aujourd'hui, si le régime syrien tombe, l'Iran perd tout lien avec le Hezbollah libanais, bien entendu, mais également toute possibilité d'arriver sur le Méditerranée. La division confessionnelle en Syrie fait que les Alaouites et quelques alliés minoritaires pensent que si Assad est renversé, ils subiront des conséquences extrêmement négatives. Et donc le régime, tout en semant la terreur et tout en unissant l'opposition contre lui par ses méthodes barbares, conserve néanmoins une marge, même si elle est minoritaire. Mais l'armée en tant que telle et les services de sécurité globalement sont totalement au service du régime. Et c'est donc très différent d'autres pays où il y a pu y avoir des divisions internes, où les forces de sécurité se sont effritées. Finalement, on n'a pas, comme en Égypte, en Tunisie, voire même d'ailleurs en Libye, des forces de sécurité qui se divisent, voire qui choisissent, comme en Tunisie, le camp populaire pour participer à la révolution. Elles ont choqué le monde entier. Des images terribles, filmées au téléphone portable. L'alignement macabre d'enfants tués lors de bombardements de l'armée syrienne, c'était à Oula, au nord-ouest du pays, dans la nuit de vendredi à samedi. Nous condamnons ce massacre terroriste et nous condamnons les accusations portées contre les forces armées syriennes. La solution pour sortir de cette crise consiste à aider le gouvernement syrien. La Russie est un acteur incontournable du conflit syrien. Selon le New York Times, Barack Obama travaillerait à un plan de sortie de crise qu'il proposerait le mois prochain à Vladimir Poutine. Un nouveau plan pour mettre fin à des violences qui, en 15 mois, ont causé la mort de plus de 13 000 personnes en Syrie.
en Syrie, est-ce que c'est une guerre civile ou une guerre de religion? Pascal Boniface, vous avez l'air de dire tout à l'heure, attention, tout ça se complique parce qu'il y a les religions. C'est une guerre de religion? Non, il y a une guerre de clans, mais enfin c'est une guerre civile, une répression qui se transforme en guerre civile. Au départ, c'est une révolution. Au tout départ, le peuple se révolte contre un pouvoir qu'il estime corrompu, inefficace, étant là depuis trop longtemps, un peu à l'instar de ce qui s'est passé dans d'autres pays. Et puis, l'objectif du régime, justement, c'est de transformer cette révolution qu'il réprime en guerre civile qui opposerait les uns les autres, parce qu'il voit dans la communautarisation du conflit la seule façon de retrouver une partie de légitimité, même faible, dans une partie minoritaire de la population. Donc c'est bien l'objectif de Bachar el-Assad. C'est une arme politique. Voilà, tout à fait. Politique. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'une grande partie de la population qui s'est enchérie, je parle de la communauté sunnite, la bourgeoisie sunnite, qui a réussi ses affaires grâce à ce régime, se sent cliente de ce régime aussi. Il ne faut pas oublier aussi tous les réseaux auxquels le régime lui-même, les Alaouites, qui ne représentent que 11% de la population, a utilisé, a entretenu dans tout le pays. Donc tout cela attise également cette guerre civile qui est en train de se transformer, ou de moins de prendre l'apparence d'une guerre de religion. Cela dit, la population elle-même, vis-à-vis d'une éventuelle intervention occidentale, est très mitigée. Autant l'opposition laïque pense que c'est vraiment la solution, parce que ça sortirait le pays de cette guerre auquel on assiste, autant il y a un tas de gens qui disent, mais attendez, vous voulez la démocratie, et c'est le Qatar qui va venir nous apprendre la démocratie, qui n'est pas le paragon de la démocratie, c'est l'Arabie Saoudite qui va venir, ceux qui livrent les armes à une opposition armée. Aujourd'hui, ce sont essentiellement les pays du Golfe. C'est irakien, c'est-à-dire que une intervention armée extérieure, ou l'exemple libyen aujourd'hui, pour certains, et disons que les partisans de l'intervention de la solution militaire sont de plus en plus nombreux du fait du blocage politique et de la poursuite des massacres que l'on voit. Du coup, une partie des soutiens qui avaient intérêt à être avec Bachar el-Assad parce qu'ils en tiraient avantage, peuvent se dire qu'en tant qu'acteur économique, ils commencent à en payer un prix un peu trop lourd. Et puis, quand François Hollande et David Cameron disent, là, dans cet après-midi, qu'il faut accroître la pression sur la Syrie, on parle de ça? Voilà, parce que ça c'est quand même plus facile. Économique, de sanctions. C'est plus facile à mettre en œuvre qu'une solution militaire. Alors le problème, c'est qu'elle ne fait pas d'effet immédiat. On était, il y a quelques mois, quand on parlait sur ce plateau même, est-ce qu'il faut parvenir à une solution militaire ou pas, on était à 5 000 morts, ce qui était déjà beaucoup. On en est à 13 000 aujourd'hui. Et malheureusement, ce n'est pas la fin de ce décompte morbide, et on peut craindre que ce chiffre ne s'allonge dans les jours et semaines qui viennent. Oui, alors, dans cette veine, il ne faut pas non plus prendre l'opposition syrienne pour ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire que la communauté internationale ne devrait pas avoir comme exigence le seul départ de Bachar el-Assad. Ce qui est réclamé aujourd'hui par l'opposition syrienne, c'est le changement d'un système. C'est une rupture totale avec un système mercantiliste, quasi monarchique, avec cette logique de succession, etc. Il n'y a pas de vie politique normale en Syrie depuis des temps immémoriaux. Et qu'il y a dans cette opposition, c'est une sorte d'inventaire un peu à la Prévert, où vous avez des gens tout à fait respectables et des extrémistes dangereux. Mais un peu comme en voilà. Libye, vous voulez dire, oui, mais à l'époque, c'est comme ça, voilà. Il n'y a pas d'autre solution. On oublie de préciser aussi une chose, mais c'est peut-être dû à une certaine condescendance occidentale, c'est que ces pays doivent vivre leur histoire. Aussi dramatique soit-elle. Je veux dire, des drames, toutes les nations l'ont connu. C'est pavé de dizaines de milliers de morts. J'en suis le premier à être désolé. C'est un constat. On n'a pas dit que vous l'encouragiez. Qu'on doit faire. L'Europe, l'Occident, les États-Unis ont tous connu des histoires extrêmement douloureuses, dramatiques, avant d'arriver à la démocratie, avant d'arriver à ce que ces pays sont aujourd'hui. Il faut revenir à la question fondamentale. Ce sont des régimes qui ont été soutenus, sinon acceptés par la communauté internationale, qui aujourd'hui courtisée, qui lance aujourd'hui des cris d'orfraie devant cette situation. Mais ce qui s'est passé durant toutes ces années, c'est que l'histoire de ces pays s'est figée. On a figé l'histoire. Je veux dire par là qu'il n'y a eu absolument rien du tout, ni création, ni débat, ni réflexion, ni philosophie, ni rien du tout. Ce sont des populations. Moi, je fais partie de ceux qui vont souvent dans ces pays, et j'en suis issu, je veux dire, de ces sociétés pendant toutes ces années. Depuis leur indépendance, ces sociétés ont été figées par des autocrates, par des dictateurs qui ont placé un système autoritaire qui empêche, y compris parfois la réflexion, je veux dire la réflexion, l'échange. C'est vrai que ces peuples ne veulent pas qu'on leur vole
leur révolution, c'est-à-dire ils veulent la faire eux-mêmes, mais ce qui est nouveau, c'est qu'ils réclament maintenant eux-mêmes une intervention étrangère. L'opposition syrienne réclame une intervention étrangère. Pas plus tard que ce matin, les frères musulmans en Égypte réclamaient une intervention militaire en Syrie. Alors pour le moment, la communauté internationale dont on parlait, qu'est-ce qu'elle fait? Certains pays comme l'Arabie Saoudite fournissent des armes aux rebelles, aux insurgés syriens. C'est l'Arabie Saoudite qui arme les... Enfin, elle fait le Qatar, oui, on le sait, c'est évident. On a parlé tout à l'heure dans le sujet d'un plan secret, c'est le New York Times qui a révélé ça, entre Washington et Moscou, visant à exfiltrer... C'est le plan yéménite. Exfiltrer Assad, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est la solution yéménite, donc Barack Obama essaie de convaincre Vladimir Poutine que les intérêts de la Russie seraient préservés en cas de départ de Bachar el-Assad du pouvoir. Quels sont les intérêts de la Russie, pardonnez-moi? Les intérêts de la Russie, c'est d'une part une base militaire, des ventes d'armes, un client, une présence depuis longtemps. Et puis les Russes se disent, voilà, on avait des alliés en Libye, on avait des alliés dans d'autres pays, ils sont tombés. Donc là, c'est un peu alors qu'on redevient un peu puissant dans le monde, on est chassé par des révolutions qui sont aidées de l'extérieur. Et quelque part, quand même, le peuple syrien paye le prix du changement de mission de l'affaire militaire en Libye. En Libye, on devait protéger une population à Benghazi. Et ça, les Russes et les Chinois l'avaient accepté, puisqu'ils s'étaient abstenus sur la résolution. En cours de route, on a dit, on va faire plus que ça, on va changer le régime. Donc, bonne nouvelle, Kadhafi n'est plus là. Mauvaise nouvelle, du coup, les Russes et les Chinois se sont dit, on nous a eu une fois sur cette affaire-là, et maintenant, on bloque au Conseil de sécurité. Mais les intérêts de la Russie, ils sont économiques et géopolitiques. Donc le plan de Barack Obama, c'est de les convaincre que leurs intérêts seront préservés et que le but n'est pas de les chasser de Syrie, mais de trouver une sorte de régime qui serait le changement dans la continuité, comme au Yémen. Sauf qu'au Yémen, la société était très différente et qu'on n'avait pas les mêmes clivages que l'on a en Syrie. Un pavé dans la mare, c'est le 50e rapport d'Amnesty International qui a été publié ce week-end, qui dénonce les tortures en Syrie, mais attaque aussi de front les Nations Unies, notamment le Conseil de sécurité, qu'il juge usé, déphasé, inadapté, sans doute, dit son vice-président français que nous avons rencontré, sans doute parce que les 5 membres permanents sont aussi les principaux marchands d'armes de la planète. C'est un entretien donc accordé à Clémence Delabaume. En ce qui concerne des situations très graves de crise en matière de droits humains et de violations massives des droits humains des populations civiles, la Syrie, hier et aujourd'hui, et il y a quelques années, le Sri Lanka, le Conseil de sécurité a été extrêmement silencieux, a réagi très tardivement, avec beaucoup d'atermoiements, et lorsqu'il a réagi, c'était trop peu, trop tard. Les principaux responsables, c'est la Russie et la Chine. C'est elles que vous pointez vraiment du bout. Alors, très clairement, la Russie. On sait que le veto chinois est largement inspiré par le veto russe. La Russie est un allié important de la Syrie, c'est parfaitement son droit. Ce qui est beaucoup plus discutable et même condamnable, c'est que la Russie reste encore aujourd'hui le principal fournisseur d'armes et de matériel militaire et de sécurité à la Syrie. Et que du point de vue des autorités russes, il semble que malgré des massacres qui ont été dénoncés par de multiples sources, des organisations non gouvernementales comme la nôtre, les Nations Unies, d'autres organisations non gouvernementales ou intergouvernementales, ce soit toujours business as usual du point de vue de Moscou pour les livraisons d'armes. Le moins que l'on puisse demander à des gouvernements étrangers, c'est au minimum de ne pas armer davantage les bourreaux qui massacrent leur population civile. Qui est visé en particulier, là, la Russie toujours? La Russie, bien sûr, mais pas uniquement. Il faut rappeler une donnée de base très très simple qui se résume en un chiffre. Les 5 pays membres du Conseil de sécurité, États-Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni et France, sont les principaux exportateurs d'armes et de matériel et d'équipements militaires dans le monde. Bon an, mal an, ces 5 pays représentent ensemble environ 80% des exportations mondiales d'armes au sens large du terme. Donc ces pays qui ont donc à la fois ce rôle éminent au sein du Conseil de sécurité, qui sont les seuls à avoir ce droit de veto que nous critiquons, non pas dans le principe d'ensemble, mais lorsqu'il est utilisé pour empêcher une réaction face à des crimes contre l'humanité, ces 5 pays sont à la fois juges et parties. Parce que par notamment le commerce des armes, dont ils sont les principaux fournisseurs, ils ont des intérêts qui sont à la fois des intérêts
stratégiques et géopolitiques, mais aussi économiques, industriels, financiers et commerciaux, qui dans certains cas vont faire qu'ils vont privilégier ses intérêts aux dépens des droits humains, qui malgré les beaux discours qu'ils font à New York, vont passer sous la table, et la crise syrienne est malheureusement une tragique confirmation de cet état de fait qu'il faut absolument changer dans les semaines et dans les mois qui viennent. On va dire un mot de ce droit de veto, évidemment. Cette question d'abord, parce que finalement, on tourne autour depuis le début de cette émission. On va la poser franchement. Pourquoi ce qui a été possible avec Saddam Hussein en Irak, ce qui a été possible avec Muammar Kadhafi en Libye, ne l'est pas avec Bachar el-Assad? Pourquoi? On a peur des dégâts, Antoine Sfer? Non seulement on a peur des dégâts, regardez la carte de la région. L'Irak, c'est devenu 3 pays en un. Des pays communautaires, des Kurdes, des chiites. C'est 4 pays, la Libye. C'est le Fezzan, c'est la Tripolitaine, c'est la Cyrénique et c'est cette bande côtière qui abrite l'Aqmi entre Tobrouk et Darna. C'est-à-dire Al-Qaïda au Maghreb. Oui, autrement dit, c'est Al-Qaïda Maghreb islamique qui détient celle de nos compatriotes. Et qu'on a armé, que nous avons armé, que nous avons soutenu, à laquelle nous avons donné de l'argent, notamment le Qatar, une fois de plus. Donc le résultat est là. Vous prenez le Liban, la partition est faite sur le terrain. Il ne faut pas se dire qu'à Beyrouth tout le monde s'embrasse sur la bouche. Oui, à Beyrouth tout le monde s'embrasse sur la bouche, mais depuis 6000 ans pour signer un contrat. Soyons sérieux. Mais où il dort, chacun chez soi. Et c'est ça le problème. Demain la Syrie éclatera. Le clan Alaouite, le clan Assad n'a aucun problème à se faire. Ils ont leur pays qui est la façade maritime de la Syrie. Banias, Tartous et Latakia, les 3 ports. Ils ont leur pays. Et là, le pays a été nettoyé, pardonnez-moi d'utiliser ce terme absolument affreux. On a vu les images de ce que donnait en partie le nettoyage. Oui. À Latakia, à Banias, à Tartous, dans la montagne, auquel s'adosse la façade maritime de la Syrie. Donc là aussi, si on va vers une partition, mais alors c'est une autre mosaïque, avec les Ismaéliens, les Turkmènes, avec les Kurdes, avec les Druzes, avec etc. C'est fascinant de vous entendre parce que finalement, ça explique que ce soit un risque qu'on n'a pas très envie de courir. Oui. Je reprends tout ce que vous nous avez dit depuis le début. Une intervention, ça compliquerait considérablement les choses. Ça aurait un coût humain probablement très important. Ça compliquerait la donne régionale. Vous avez dit tout à l'heure que, en gros, l'unité du régime n'était pas menacée pour l'instant. Donc, on est condamné à voir les images nous arriver. Et puis à s'indigner et à ne pas pouvoir faire grand-chose. Le sens du message commun que l'on essaie de faire passer, c'est que le temps de l'intervention militaire occidentale triomphante et triomphale dans les pays du Sud, c'est terminé. Et donc je comprends les pressions de l'opinion publique pour dire on ne veut plus voir ça, c'est insupportable, on ne veut plus voir ces images d'horreur. Il y a une forte pression, elle est tout à fait légitime et compréhensible. Mais ce n'est pas une intervention militaire. Si demain les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne décidaient d'intervenir en Syrie, cela ajouterait beaucoup plus il faut passer par d'autres moyens. Et si la Russie est trop longtemps du côté des bourreaux syriens, eh bien, elle perdra beaucoup de poids dans la région. Et donc, vraiment, là, pour l'instant, je dirais pas le maillon faible, mais le maillon fort. Mais celui qu'il faut faire sauter, c'est la Russie. Alors, je rajouterais aussi parmi ce qu'il faudrait faire, à mon sens, que je regrette malheureusement, c'est l'absence totale de soutien aux forces démocratiques qui existent. Mais autant les islamistes, par exemple, sont soutenus, on l'a dit, par le Qatar ou l'Arabie Saoudite, autant des autocrates sont soutenus par la Russie ou par la Chine, parfois par des puissances démocratiques, autant les démocrates sont délaissés pour compte. Et finalement, on entretient cette bipolarisation, peut-être qu'on le verra par la suite avec l'Égypte. Cette bipolarisation qui a été créée par ces régimes autocratiques, finalement, les sert parce que ils utilisent les islamistes comme, parfois à juste titre, comme un épouvantail, et donc ils se targuent d'être le rempart ou l'ultime rempart contre l'intégrisme et les formes les plus extrémistes de l'intégrisme musulman. Mais c'est une situation finalement qui est sans fin parce que la finalité, en réalité, y compris philosophique et politique, de la chute de Saddam Hussein et bien d'autres, c'est la démocratisation de ces pays-là. Or, la démocratisation, et on l'a vu, et ça a été dit, ne peut pas être bombardée, si j'ose dire, ne peut pas être imposée. Elle doit être, d'abord, il y a une culture démocratique à bâtir et à exporter, si j'ose dire. Or, aujourd'hui, l'Occident et les puissances démocratiques ne savent plus, ne savent plus exporter les valeurs démocratiques. Alors, c'est en construction.
révolution d'une certaine manière en Égypte. On va y aller maintenant pour voir ce qui se passe puisqu'on a désormais les résultats officiels. On le savait depuis quelques jours, mais on a les résultats officiels du premier tour de la première présidentielle libre, égyptienne. Et les Égyptiens ont donc emmené au second tour un islamiste et un général qui est le dernier premier ministre d'Hosni Moubarak. L'islam et l'ordre d'une certaine manière après un an de troubles. Et ça, évidemment, aux grandes dames des insurgés de la place Tahrir qui ont le sentiment qu'on leur a volé leur révolution, comme ils disent. Reportage sur place signé Romain Clément avec Grégory Roudier. C'est l'homme que personne n'attendait. Derrière cette meute, Ahmed Shafik. 15 mois seulement après la chute de Moubarak, son ancien Premier ministre, avec près de 24% des suffrages, se qualifie pour le second tour. Sur ses états de service, pas un mot, ce militaire de carrière préfère vanter la révolution. Je salue cette glorieuse révolution. Parmi ses soutiens, des nostalgiques de l'ère Moubarak, d'autres rassurés par son expérience, son image d'homme à poigne. Ahmed Shafik séduit, rassure, avec ses discours sur le retour à l'ordre. Nous avons besoin de sécurité, avant toute chose. Et il a cette faculté de pouvoir établir cette stabilité. Sur les 50 millions d'électeurs, à peine 1 sur 2 s'est rendu aux urnes. Arrive en tête le candidat des frères musulmans, Mohamed Morsi. La confrérie enregistre néanmoins une baisse de popularité. 25% des voix contre 50 aux dernières législatives. Pour l'emporter, Mohamed Morsi veut s'imposer comme le défenseur de la révolution et rappelle que son mouvement sous Moubarak était l'ennemi numéro 1. L'Égypte aujourd'hui est face à son destin. Et si le monde entier est aux côtés de l'ancien régime, alors je peux vous dire qu'il n'y aura pas de stabilité dans le pays. En moins de 3 mois, une nouvelle révolution naîtra et croyez-moi, elle sera très différente de la première. Le scrutin a balayé les rêves des révolutionnaires, condamnés à choisir entre une république islamique et un retour de l'ordre musclé. Le grand saut vers l'islam ou le bond en arrière. Dans ce parti de gauche, sous le visage de ses camarades martyrs de la place, Alaeddine se sent aujourd'hui pris entre le marteau et l'enclume. Nous sommes d'avis de boycotter le second tour. Mais si nous boycottons, il y a un risque de fraude réelle. Tout simplement parce que le Conseil suprême des forces armées, qui a les clés du pouvoir aujourd'hui, soutient Shafik. C'est son candidat favori et les militaires vont tout faire pour le faire gagner. Tout ça pour pouvoir préserver leurs intérêts et leurs acquis, les usines, les biens, etc. Donc certains dans le pays nous conseillent de nous rendre aux urnes pour contrer la fraude. Le visage du président sera connu à l'issue du second tour des 16 et 17 juin prochains. Reste à savoir si le Conseil supérieur des forces armées lui remettra, comme il l'a promis, toutes les clés du pouvoir. Question SMS. Les Égyptiens ont le choix entre l'islamisme et l'armée. Est-ce qu'une vraie démocratie pourra s'installer comme ça, Robert Solé? C'est-à-dire que pour beaucoup d'Égyptiens, c'est un choix entre la peste et le choléra. Des fraudes, il y a des fraudes? Il y a eu des irrégularités qui ont été toutes rejetées. Quelques irrégularités, mais il y a eu surtout ce poids des frères musulmans, cette présence des islamistes dans tout le pays, ces voix... Il y a une pression exercée au quotidien, c'est ça l'idée? Une pression positive, disons, pour aller voter. Pour aller voter? Pour aller voter. Ou pour aller voter pour leur candidat? Même si 50% des Égyptiens n'ont pas voté. Même si 50% des Égyptiens n'ont pas voté, les islamistes ont beaucoup déçu depuis leur victoire aux élections législatives il y a quelques mois. Cela dit, on se trouve maintenant devant un choix terrible pour les Égyptiens qui ont renversé Moubarak, tous ces jeunes d'il y a 15 mois. Ils ont le choix entre un suppôt de l'ancien régime, candidat de l'armée, Shafik, et un frère musulman, une pâle figure d'ailleurs des frères musulmans, oui, on dit que c'est un candidat de remplacement, voilà, mais qui incarne la confrérie des frères musulmans. Il ne faut pas oublier une des 4 surprises d'ailleurs de cette élection, c'est le retour en force des Nassériens, des nationalistes arabes qui quand même dépassent les 20%. Ce qui est énorme aujourd'hui pour l'Égypte et pour le reste. Pour qui ces gens au second tour? Pour l'ordre?
incarné par un ancien général. Très probablement. Donc il est probable que ce soit lui qui devienne, si on joue, voilà ce que j'allais dire, si on joue à faire de la politique française en Égypte. Cela dit, il ne faut pas caricaturer non plus le vote des gens qui ont choisi Shafik ou qui ont choisi l'islamiste. Ceux qui ont choisi Shafik veulent la sécurité et veulent aussi s'assurer que l'Égypte ne va pas tomber dans l'islamisme. N'oubliez pas qu'il y a en Égypte 10% de chrétiens, de coptes, très inquiets, qui ont voté massivement pour Shafik. De l'autre côté, il y a beaucoup de gens qui ont voté frères musulmans en se disant ces gens-là étaient dans l'opposition, ne sont pas corrompus, laissons-leur leur chance et s'ils ne réussissent pas, il sera toujours temps de les chasser. Déjà, leur score a quand même nettement baissé par rapport aux législatives. Parce qu'ils ont beaucoup déçus et qu'ils sont écartelés. En quelque temps, alors que les salafistes plus les frères musulmans faisaient environ 70% ou un peu moins de 70% des voix, là, avec le candidat dissident, ils font moins de la moitié des voix. Est-ce que vous excluez que le 17 juin, ce grand pays, vous le rappeliez, qu'est l'Égypte, 85 millions d'habitants, est un président islamiste ? C'est pas exclu, mais je dirais même que certaines forces politiques ont tout intérêt à ce qu'il y ait des islamistes au pouvoir. D'abord parce que ça permettrait à la population de voir la réalité de ces gens-là qui ont toujours été dans la contestation et dans l'opposition, pour voir finalement lorsqu'ils sont confrontés à la réalité du pouvoir, ils n'ont pas de baguette magique, notamment sur le plan économique, et qu'ils ne pourront pas répondre à toutes les attentes sociales, notamment qui sont nombreuses en Égypte. Mais en plus de ça, pour certains laïcs et certains démocrates, il serait beaucoup plus intéressant, me semble-t-il, d'être dans l'opposition à un pouvoir islamiste qui va, à mon avis, très vite révéler sa véritable nature. C'est justement la question. Qu'est-ce que c'est que l'islamisme des frères musulmans? C'est l'application stricte de la charia, c'est toutes les femmes voilées, ça va pas être la talibanisation de l'Égypte, sauf que incontestablement les frères musulmans vont faire ce qu'ils ont toujours fait et ce qu'ils savent très bien faire, c'est la réislamisation totale de la société par le bas et de l'ensemble des institutions. C'est-à-dire que oui, mais bon, pour l'instant on parle de l'hypothèse où ils seraient au pouvoir, c'est mettre en place finalement ce que font aujourd'hui à Nada en Tunisie, c'est-à-dire regarder cette pression à la fois insidieuse et parfois subtile, parfois directe, parfois indirecte, qui se met en place à la fois dans la société et dans certaines institutions, y compris les médias, etc. Donc il va sans dire que je pense que les laïcs et les démocrates ont tout intérêt à espérer. C'est pour ça que la notion du boycott est intéressante, du boycott du second tour, à espérer finalement une victoire des islamistes, parce qu'une victoire des militaires remettrait finalement les islamistes dans le beau rôle. C'est celui qu'ils ont toujours su occuper. Et voilà, donc ça prendra effectivement un tour de plus. Si les islamistes perdent l'élection présidentielle, ils voudront un régime parlementaire. Ouais, c'est certain. S'ils gagnent l'élection présidentielle, ils auront tous les pouvoirs, et là ça ne les gêne pas, qu'il soit présidentiel ou parlementaire. Est-ce que l'armée rendra les clés? C'est presque la question subsidiaire, parce qu'elle a aujourd'hui les clés du pays. Moi, je pense que l'armée ne voulait pas le pouvoir. L'armée est arrivée au pouvoir parce qu'elle voulait empêcher le fils Moubarak d'accéder au pouvoir. Et ça, elle l'a obtenu. Gamal Moubarak est d'ailleurs en prison actuellement. On a éteint la dynastie d'une certaine manière, politiquement. Et l'armée ne voulait pas de Moubarak, elle l'a obtenu. Elle a sacrifié Moubarak pour sauver le régime, en quelque sorte. L'armée est prête à céder le pouvoir à certaines conditions. À condition de conserver son empire économique, à condition qu'on ne mette pas son nez dans son empire économique, mais aussi à condition que l'Égypte respecte les traités internationaux. Les traités internationaux, l'armée est liée aux États-Unis, qui fournissent une aide militaire. C'est un État dans l'État, ce que vous décrivez. Mais c'est un État dans l'État qui a ses usines, qui a... Quand je dis va-t-elle remettre les clés, en vérité, non, c'est elle l'État. L'armée a été, aujourd'hui, depuis 60 ans. Et restera l'ossature du régime. Mais l'armée aujourd'hui, elle ne veut pas occuper les devants de la scène. Elle vit toujours sous aide américaine. Le général Sami Anan m'a dit personnellement, chef d'état-major, nous sommes les garants de la Constitution, l'ancienne, elle n'est plus là, celle à venir, nous sommes les garants de l'ordre public et nous sommes les garants de la signature de l'Égypte sur la scène internationale. Voilà les trois, ils appellent ça les remparts.
et ne non fait pas pas les doute lignes pour rouges. vous que même si un président frère musulman est élu, ils transmettront les clés à condition qu'on leur laisse cette partie du pouvoir d'une certaine manière. La question sur l'aide économique américaine ? Oui, elle est extrêmement importante. C'est entre 1,5 à 2 milliards de dollars par an, selon les années. C'est une aide, en fait, qui est une aide indirecte à Israël. C'est pour maintenir la paix entre Israël et l'Égypte. Mais c'est également l'accès à des technologies, des manœuvres extrêmement intéressantes pour les militaires égyptiens. Donc c'est une garantie pour eux d'avoir accès à un matériel moderne et de maintenir un certain statut. Donc ça, ils ne changeront pas. Est-ce qu'on peut imaginer que les Américains suspendent cette aide si le résultat ne leur convient pas ? Ça ne se fait pas. Non, parce que de toute façon, les Américains n'ont pas de problème avec les frères musulmans. Les Américains ont déjà pris des contacts. L'ambassadeur américain sur place a déjà de nombreux contacts. Et les Américains ont une longue tradition de contacts et d'aide avec les frères musulmans en Égypte et dans d'autres pays. Donc ça ne leur fait pas peur. Et ils ont un côté, ils espèrent que le pragmatisme l'emportera et que, en échange du maintien d'une aide et d'une garantie qui va au-delà d'ailleurs de l'aide militaire, eh bien, les frères musulmans, s'ils prenaient le pouvoir, feraient eux aussi des concessions par rapport à leur programme initial. Et on repart en Syrie pour commencer. Si ce ne sont pas les forces gouvernementales qui auraient pu commanditer ou commettre ce massacre de Oula ? Alors, il y a toujours... Ce qui nous pose question, c'est les enfants égorgés. Pardonnez-moi. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'égorge pas des enfants par bombardement. Donc le régime syrien dit que c'est l'opposition qui a commis ces massacres pour saisir l'opinion publique. Mais on ne peut pas non plus faire confiance au régime syrien. Il y a justement une enquête là. Espérons qu'au moins la force de l'ONU qui est sur place serve au moins à ça, à déterminer les véritables responsabilités. Il faut à la fois être mobilisé contre l'horreur et faire attention parce que dans l'histoire, on a vu des manipulations de l'information. Donc, à la Roumanie, Timisoara, etc. Et donc il faut... les bombardements, il est certain que seule l'armée syrienne officielle pouvait y procéder. Le soutien du Qatar n'est-il pas une forme détournée du soutien américain ? Toujours en Syrie, puisque le Qatar, m'avez-vous dit, arme les rebelles. Oui, le Qatar est très lié aux États-Unis. Il y a une des bases militaires américaines extrêmement importantes au Qatar. Mais le Qatar, en fait, est un pays qui discute avec tout le monde. Il discute avec les Américains, il discute avec les Russes, etc. Ils sont... les Français. Les Français aussi. Ils font plus que discuter avec les Français. Oui, oui. Donc là... Ils veulent raser notre Parc des Princes. L'objectif du Qatar, c'est plutôt d'affaiblir indirectement l'Iran, même si, effectivement, avec l'Iran, le Qatar a des relations moins compliquées que les Émirats arabes unis qui ont une contestation territoriale que le Qatar n'a pas. Il y a un gisement de gaz extrêmement important qui est partagé entre les Iraniens et le Qatar. Mais il y a une carte qatari parce que le Qatar a monté en puissance, de façon extraordinaire au cours des 10 dernières années. Mais c'est vrai que quand le baril de pétrole, donc de gaz, est à $10 et que maintenant au prix où il est et que vous n'avez que 250 000 nationaux, eh ben, vous avez une force de frappe politique qui est extrêmement forte. Cela dit, le Qatar, quand même, il ne faut pas l'oublier, appartient à la même branche du sunnisme radical que l'Arabie saoudite, c'est-à-dire que ce sont des wahhabites qui ont une lecture littéraliste de l'islam, un peu archaïque quand même, et c'est ce qui, aujourd'hui, ils sont en tête quasiment de l'aide qui est portée le Qatar ne fait pas de prosélytisme contrairement à l'Arabie saoudite. Oui, parce qu'ils ne sont que 250 000 nationaux. Prosélytisme, on a quand même plusieurs groupes qui sont financés. Oui, ça mériterait d'ailleurs une émission. Je veux dire, le Qatar ne fait pas de prosélytisme, quand même si. Il y a Youssef El-Qaradawi qui, chaque semaine, officie sur Al Jazeera pour délivrer une parole quand même extrémiste. Il y a un certain nombre de groupes, je veux dire, de courants de pensée, pas de groupes terroristes, qui sont financés par le Qatar. Il y a des mosquées qui sont financées un peu partout par le Qatar. Je veux dire, par là, dire que le Qatar l'a dédouané complètement ce pays de son intégrisme me semble quelque peu léger. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission qui se termine. Ce C'est dans l'air sera rediffusé ce soir aux alentours de 22h30 et évidemment, demain, vous retrouverez à cette place Yves Calvi.